à l'occasion de la journée mondiale de l'eau du 22 mars, nous allons aborder aujourd'hui la thématique de l'eau comme investissement dans les portefeuilles. Alors pour cela, j'accueille trois personnes. Béatrice Verger, qui est responsable ISR pour BNP Paribas Asset Management et qui nous parlera en particulier du fonds BNP Paribas Aqua. Geoffrey Meschio, responsable du développement chez Allianz Global Investor, qui nous présentera le fonds Allianz Global Water. Et Yann Loin, responsable des ventes chez Pictet AM, qui lui abordera la gestion du fonds Pictet Water. Voilà, merci à tous les trois d'être parmi nous. Alors finalement, ce thème de l'eau qui va être central dans cette journée organisée par les Nations Unies, j'aimerais bien savoir pourquoi il est intéressant d'investir dans cette thématique et quels en sont les enjeux. Je vais laisser la parole à Béatrice pour peut-être commencer à débattre sur le sujet. Merci Claude, bonjour à tous. Alors, effectivement, nous, avons travaillé sur le thème de l'eau, depuis de nombreuses années puisque notre fonds, BNP Paribas Aqua a été lancé, en décembre 2008 et en fait, depuis l'origine, la thématique centrale, le point de départ, je vais dire, c'est le sujet de relever, l'approvisionnement, en eau, à travers le monde. Aujourd'hui, il y a un véritable déséquilibre et qui est croissant au fur et à mesure des années entre, l'offre et la demande en eau. Une demande en eau, par exemple, qui, augmente énormément, notamment dans les pays émergents, du fait de l'augmentation, du niveau de vie, ce qui est une très bonne chose. Mais, par ricochet, il y a une urbanisation constante dans les pays émergents. De plus en plus de personnes vivent en ville. Il y a une modification des habitudes de vie, notamment des habitudes alimentaires et sur toute la chaîne, alimentaire, plus on aura une consommation riche, notamment par exemple en protéines animales, plus, le besoin en eau sera important. Donc une forte augmentation de la demande en eau, dans, un certain nombre de pays, du monde. En parallèle, notamment dans nos pays développés, des installations qui sont, obsolètes et de plus en plus. On estime entre 25 et 35 de la quantité d'eau qui, est perdue dans les systèmes d'adduction dans des grandes villes comme, Paris, Rome ou encore Londres. Des pollutions, croissantes, hein, l'augmentation des nappes phréatiques polluées, en Europe et donc des réglementations de plus en plus strictes, à mettre en place, pour faire face à ces pollutions et puis, pour finir, des phénomènes climatiques, de plus en plus extrêmes. Une population mondiale qui est de plus en plus nombreuse à vivre dans des zones de stress hydrique. Là, ça veut dire où il manque de l'eau disponible par rapport aux besoins et donc, tous ces enjeux de l'eau fait que les investissements, sont énormes à réaliser, que ce soit à titre privé ou public, pour, contribuer et garantir l'accès à l'eau, à tout un chacun. Donc c'est vraiment ça qui, est le point de départ, de notre fonds et ce besoin en eau, ben, va être croissant, encore dans les années à venir. Merci Béatrice. Geoffrey, est-ce que vous voyez des choses à compléter sur ce que vient de dire Béatrice? Et qu'est-ce qui a motivé la construction, la gestion de ce fonds chez vous? Alors merci. Alors à ajouter ou compléter, peut-être pas, parce que je pense que c'était déjà très clair et très complet. Nous aussi, on a un historique sur la stratégie qui est assez long, hein, de quasiment 14 ans sur cette classe d'actifs. Chez nous, la construction, on va dire, et on va dire le lancement de gestion thématique, a toujours pour point de départ les méga tendances. Donc c'est vraiment le point de départ chez Allianz Global Investors. Lorsqu'on se pose la question de lancer un fonds thématique, on part toujours de ces fameuses, 4 méga tendances qu'on connaît tous, à savoir l'urbanisation, l'innovation technologique, raréfaction des ressources ou changements sociaux et démographiques. Ce qu'on constate chez nous, c'est que voilà, investir directement dans ces méga tendances-là, ça peut être assez vague et assez compliqué, heu, parce que c'est voilà, des méga tendances, ce sont des horizons qui sont très longs, quand bien même, les investisseurs peuvent avoir des horizons d'investissement long terme, ils n'ont pas toujours, 30, 40 ou 50 ans devant eux. Donc l'idée, c'est, de trouver au sein de ces méga tendances des thèmes ou des sous-thèmes qui vont venir y répondre. Pardon. Et donc ici,
lorsqu'on s'est intéressé donc à la thématique de l'eau, ben, on répond à cette problématique de raréfaction des ressources, mais également d'urbanisation, on va dire. On touche un peu à 2 thèmes indirectement. Nous, c'est pour ça voilà, c'est toujours notre point de départ et on est vraiment assez friand des fonds thématiques comme d'autres maisons présentes avec nous aujourd'hui sur ce call. Ce qui est important aussi pour nous lorsqu'on s'intéresse donc voilà, à cette thématique de l'eau, mais au fond thématique de manière plus générale, c'est de vraiment bien identifier le thème et faire en sorte que lorsqu'on va construire un portefeuille, on ait un univers d'investissement qui soit suffisamment large. Ici, comme vous pouvez le voir sur mon fond d'arrière-plan, l'objectif du fonds, c'est de répondre à des objectifs donc, de développement durable de l'ONU, particulièrement du numéro 6. Et donc on va avoir en quelque sorte chercher à avoir une stratégie qui va avoir un impact positif sur cette problématique-là et les enjeux qu'a exposé Béatrice en introduction. Donc, une fois qu'on a tout ça, on va essayer d'avoir le fond le plus pur possible. Donc ça, c'est vraiment un objectif qui est très important chez nous, pour vraiment répondre à cet objectif de développement durable-là et afin d'y participer au mieux, parce qu'on sait tous que les besoins d'investissement sur les ODD sont colossaux et on sait tous que l'argent public ne sera pas suffisant et donc l'investissement en action peut à sa manière contribuer à tout ça et permettre justement de répondre à tous ces enjeux et ces besoins-là auxquels nous devons faire face sur cette thématique et la thématique de l'eau derrière. Il faut voir aussi tout ce qui est agriculture évidemment. Béatrice parlait parlait notamment de notre consommation de viande. Pour faire 1 kilo de bœuf, grosso modo, il faut consommer des dizaines de milliers de litres d'eau. Et tout ça, bien évidemment, contribue et nous pousse à investir dans cette thématique pour essayer d'en améliorer son efficacité. D'accord, merci Geoffrey. Yann, est-ce qu'il y a des choses qui vous différencient sur le fait d'avoir un fonds sur l'eau? Micro? Pardon, excusez-moi, le micro était Voilà, coupé. avec le micro, c'est mieux. Oui, non, mais je pense que ce qui est très important, c'est de replacer déjà les thématiques dans ce contexte-là. L'idée de Pictet, depuis 1995, lorsque nous avons créé la gamme thématique, nous avons été pionniers d'ailleurs en la matière, c'était véritablement de partir de constats très simples que l'on fait sur les changements structurels du monde pour bâtir nos thèses d'investissement en se détachant au maximum des effets de mode. Pictet Water a été créé en 2000, à l'époque nous étions en pleine bulle Internet, a été créé bien avant l'arrivée des labels et notamment du label ISR. Et l'idée est véritablement de s'appuyer sur ces grandes mutations pour se détacher au maximum de ces effets de mode, comme je viens de le dire, mais aussi de s'exonérer au plus des brouhahas de court terme et des perturbations de marché que l'on connaît, notamment actuellement avec toutes les problématiques en Ukraine, l'inflation, la hausse des taux, etc. Donc l'idée, c'est véritablement d'avoir un horizon d'investissement qui soit beaucoup plus long et qui répond directement à des constats qui sont très simples que l'on fait sur l'évolution de l'économie. Sur Pictet Water, il y en a plusieurs qui sont très simples. D'une part, l'eau est la source de vie la plus importante qui soit, et la gestion de l'eau mettra en exergue directement la survie de l'humanité. La quantité d'eau est limitée dans le monde, c'est-à-dire que la quantité d'eau qui sera accessible à la population qui est en train d'augmenter, nous sommes 6 milliards d'êtres vivants sur Terre, nous serons 10 milliards d'ici 2050, la quantité d'eau disponible à se répartir sera exactement la même, et nous devrons forcément investir pour améliorer d'une part l'accès à l'eau, pour améliorer la qualité de l'eau et pour optimiser aussi la distribution. On a parlé de stress hydrique tout à l'heure, 60% de la population mondiale se trouve aujourd'hui en stress hydrique, c'était 20% de la population en 1960, et il y a une vraie problématique à traiter puisque ce chiffre ne cesse d'augmenter. Il y a une prise de conscience aussi qui est très importante, alors que nous sortons tout juste de la crise sanitaire. Les pays les plus impactés sont aussi ceux qui ont les systèmes d'assainissement et de traitement des eaux les moins efficients. Je pense notamment à l'Inde, qui
en 2018, avait mis en place un plan toilette via Narendra Modi, son Premier ministre. Je pense au Brésil. Je ne sais pas si certains se rappellent des Jeux Olympiques de Rio, où les nageurs ne voulaient pas plonger dans la baie de Rio parce que l'eau était complètement impropre à la consommation. En Chine, aujourd'hui, 86% des eaux souterraines sont impropres au contact humain. C'est-à-dire que vous risquez d'attraper des maladies en étant en contact avec cette eau-là. Et globalement, on a une problématique également liée au développement économique, c'est-à-dire que le développement de l'industrie, qui est de plus en plus consommatrice d'eau, affecte aussi la qualité de l'eau, dans le sens où nous avons de plus en plus de résidus médicamenteux dans les eaux usées, nous avons de plus en plus de perturbateurs endocriniens, de polluants chimiques, avec un focus tout particulier actuellement sur les FAS, ces polluants polyfluorés qui sont décrits comme éternels, puisqu'on n'arrive pas à les détruire, et donc il faudra traiter à terme. C'est aussi la raison pour laquelle on a investi récemment dans une société qui s'appelle Evoca Technologies, qui est l'une des seules aujourd'hui à pouvoir traiter ce type de problématique. Donc voilà, on a plusieurs sujets aujourd'hui qui alimentent notre raisonnement d'investissement sur le thème de l'eau. On parlait de l'agriculture également. L'agriculture, c'est une vraie problématique. La population augmente. Les besoins en alimentation évoluent également. Nous aurons besoin de produire d'ici à 2050 50% de nourriture en plus, alors qu'aujourd'hui, l'agriculture consomme déjà 70% des ressources en eau douce, que c'est 50% des terres exploitées. Donc, il y a une vraie problématique à gérer qui va créer des besoins nécessaires en matière d'investissement. On estime aujourd'hui que globalement, le thème de l'eau a un besoin d'investissement d'environ 1000 milliards de dollars par an au cours des 20 prochaines années. Nous arrivons difficilement à 550-600 milliards d'investissements actuellement, et il y a une prise de conscience des pays développés, des pays en voie de développement, avec d'une part des systèmes de canalisation dans les pays riches qui sont inefficients aujourd'hui. Je pense à la France notamment, où malgré une efficacité plutôt bonne des systèmes de canalisation, aujourd'hui 1 litre d'eau sur 5, 1 litre d'eau traitée j'entends, part dans les fuites d'eau. C'est-à-dire que chaque année en France, nous remplissons le lac d'Annecy avec des fuites d'eau. Et puis il y a des pays où les canalisations sont quasiment inexistantes. Je parlais de l'Inde tout à l'heure, seulement 30% des eaux usées indiennes sont recyclées, et ce qui fait que lorsqu'on a un retard de la mousson, par exemple en Inde, de seulement 1 semaine ou 10 jours, on a de suite une problématique sanitaire, des camions-citernes qui sont escortés par l'armée remplis d'eau potable, puisque la situation s'aggrave très rapidement. Donc voilà, il y a un vrai sujet. On va peut-être revenir d'ailleurs, Yann, oui, sur ces investissements, c'est-à-dire les domaines d'activité. Là, tu commences à rentrer un peu plus dans le sujet que les enjeux globaux. On a bien compris qu'effectivement, l'eau est un enjeu global, à la fois à court terme, mais pour les 30 ans ou 50 ans qui viennent devant nous, qui vont nécessiter des investissements, et que des sociétés vont effectivement essayer de croître et bénéficier de cette croissance. Alors, moi, je voudrais revenir après sur les différents secteurs d'activité liés à l'eau, puisqu'en fait, ce n'est pas uniforme, et j'ai cru comprendre que tous les gérants n'investissaient pas forcément de la même façon, ou tout du moins pas dans les mêmes proportions. Donc, Béatrice, est-ce que vous pouvez nous décrire les secteurs d'activité dans lesquels vous investissez et qui sont liés à l'eau, et le type de société qui sont investies par BNP Paribas Asset Management? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on a 3 grands secteurs d'activité, à partir, de l'univers, des entreprises au niveau mondial. Le premier, ça va être tout ce qui est lié, pardon, à l'infrastructure de l'eau, donc construction, rénovation, des réseaux, de distribution d'eau, les systèmes, d'irrigation, rénovation, entretien, solutions pour s'adapter, à la sécheresse. Le deuxième grand thème va être autour de traitement, des eaux, donc traitement, on va dire traditionnel, mais aussi, filtration, dessalement, des eaux usées, tout ce qui va être, efficacité, qualité de l'eau, donc les tests et tous les suivis de lutte contre la pollution, et donc aussi de recyclage, de l'eau. Et le dernier thème va être le service aux collectivités, donc que ce soit, en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou à travers le monde. Donc à partir de l'univers global des entreprises internationales, nous identifions celles qui réalisent plus de 20 de leur chiffre d'affaires dans l'un de ces 3 secteurs, donc
tout au long de la chaîne de valeur de l'eau, aussi bien dans les pays développés et les pays émergents. Et donc ce filtrage, de 20 nous amène, à aujourd'hui environ 250, entreprises à travers le monde, qui passent, ce critère des 20 minimum de revenus. La plupart ont un chiffre d'affaires largement supérieur, mais par entreprise, on a fixé ce minimum. Et donc du coup, après, au niveau des secteurs, on va dire plus classiques, eh bien, on se retrouve effectivement fortement exposé à un secteur comme le secteur de l'industrie ou un secteur, des matériaux ou encore celui des services aux collectivités, bien évidemment. À l'inverse, il y a d'autres secteurs sur lesquels, nous serons complètement absents, du fait de la thématique du fonds, comme par exemple, le secteur de l'énergie, ou les financières. Geoffrey, est-ce qu'on a la même vision chez Allianz, les mêmes secteurs d'activité? Alors, je vais y revenir, pour les secteurs, on est assez proches, pour l'approche un petit peu différente. Nous, comme voilà, l'objectif premier, c'est vraiment, d'investir dans des entreprises qui apportent des solutions, aux problèmes, de la pénurie d'eau, la qualité de l'eau ou, on va dire son acheminement. Nous, voilà, nous n'investissons que dans des sociétés qui répondent à ces thèmes-là. Il faut que ce soit, leur métier et qui du coup viennent contribuer positivement à ce que je vous disais un peu plus tôt sur, pour les objectifs de développement durable, donc avec, le numéro 6 qui est l'accès à l'eau salubre et à l'assainissement. Mais on peut aussi avoir une participation à d'autres, comme le 9 qui est sur l'innovation et les infrastructures, le 11 pour, les villes et les communautés durables et le 12 pour la consommation responsable. Donc voilà, les objectifs de développement durable, c'est très important pour nous. Et ce qu'on cherche à faire lorsque donc on investit dans ces sociétés-là, c'est essayer de fournir un alpha qui n'est pas que financier et essayer d'avoir aussi, alors un alpha qu'on peut appeler, on va dire, environnemental, pour justement en essayant de mettre l'accent sur tout ce qui va être, gaspillage de l'eau, les solutions, et essayer de réduire un peu ces situations de stress hydrique comme on dit mes confrères. Mais aussi un alpha qui peut être social, pour permettre un accès à l'eau, on va dire on va dire à tout un chacun et à un plus grand nombre. Pour rejoindre ensuite ce que disait un peu, Béatrice, si on ne s'intéresse pas au secteur MSCI, mais qu'on s'intéresse, on va dire, aux 3 grands thèmes, donc c'est l'acheminement de l'eau. Pour, nous, c'est à peu près un tiers du portefeuille, mais c'est des choses qui peuvent évoluer, hein, parce qu'on est sur de la sélection de titres, hein. On part d'un univers de valeurs qui est d'à peu près, on va dire un peu moins de 200 titres et après au sein de cet univers de valeurs, on va nous construire un portefeuille de, une quarantaine de titres environ. Donc il y a ceux qui donc acheminent l'eau, ceux qui sont là pour en améliorer la qualité et ceux qui sont là pour en améliorer donc l'efficacité avec ce que disait tout à l'heure Yann, tout ce qui est fuite, qui est quand même un gros souci quand on sait que voilà, on pourrait distribuer davantage d'eau traitée, propre et potable pour la consommation et il y en a une grande partie qui est perdue. Donc voilà, on essaye aussi de contribuer à tout ça on va dire en investissant dans des sociétés comme ça. Et donc si on va sur les secteurs dits plus MSCI, en effet, on a le secteur industriel qui représente une grosse partie du portefeuille, mais ça, c'est de par la construction. On a les utilities aussi également. Et après, il y a d'autres secteurs comme la finance ou la consommation sur lesquels on est totalement absent. Merci, Geoffrey. Yann, je crois que c'est un peu différent chez vous. J'ai cru voir qu'il y avait des secteurs qui étaient vraiment très prédominants chez vous. Oui, alors les secteurs des autres asset managers ressemblent assez fortement à ce que Pictet avait construit à l'origine en 2000. Nous sommes positionnés principalement sur les technologies de l'eau. Donc là, on va adresser le monde agricole avec les technologies de diminution de la consommation, de réduction de la consommation d'eau à destination des cultures. Tout ce qui est lié au traitement, à l'assainissement, au repérage des fuites également. Nous sommes investis parmi les plus grandes positions dans une société qui s'appelle Xylem, qui a mis en place cette fameuse Smart Ball que l'on envoie dans les canalisations et qui, avec un système d'ultrasons, arrive aujourd'hui à la fois à repérer les fuites, mais aussi à les
à les traiter depuis l'intérieur des canalisations, hein. Ça, c'est une vraie problématique que l'on rencontre notamment dans les campagnes françaises, hein. C'est-à-dire que le réseau d'eau parisien date du Second Empire. C'est un réseau en fonte qui est assez facilement accessible depuis la rue. En revanche, le réseau en province date notamment de l'après-guerre. C'est un réseau en PVC qui est assez friable, qui est plutôt de mauvaise qualité, qui est enterré. Et on arrive par ce biais-là à tout de suite réparer les canalisations depuis l'intérieur de la canalisation sans avoir à creuser. Donc ça, c'est des technologies qui sont assez intéressantes. On va travailler également sur des appareils d'analyse, de traitement de la consommation également. Donc ça, c'est toutes les technologies de l'eau qui représentent environ 55% du portefeuille. On va retrouver les infrastructures hydrauliques. Alors effectivement, on a une problématique aujourd'hui, un besoin en matière d'équipement et d'approvisionnement en eau. Pourquoi? Parce qu'on a une population qui s'urbanise. 50% de la population mondiale vit dans les villes aujourd'hui. Ce sera 70% à horizon 2050. Donc c'est 1,5 million de personnes qui vivent et qui partent vivre en centre-ville aujourd'hui par semaine. Et donc, ça nécessite tout simplement d'équiper les centres-villes, et notamment dans les pays émergents, en matière d'infrastructures hydrauliques. Donc là, on va travailler à la fois avec les concessions en Europe, avec les entreprises régulées, hein, c'est le terme, aux États-Unis et au Royaume-Uni, et puis avec des entreprises également qui travaillent sur le même business, comme Sabesp, par exemple. Je vous parlais du marché brésilien tout à l'heure. C'est cette entreprise sud-américaine qui traite aujourd'hui les problématiques hydrauliques, en tout cas en termes d'infrastructures au Brésil. Et puis, on travaille également avec des sociétés dans les services environnementaux, donc dans le traitement des sols, dans le traitement des déchets, hein, puisque la pollution des sols est la première pollution de l'eau. Donc là, on va être investi dans des sociétés qui vont piloter typiquement la gestion des déchets dangereux, des déchets sanitaires, hein, ceux qu'on a connus pendant la phase Covid. Rappelez-vous qu'en Chine, hein, le gouvernement a mis en place en 2015, il me semble, un plan qui s'appelle Water 10 Plan pour gérer les déchets, justement réduire la pollution de l'eau. Je vous parlais tout à l'heure de perturbateurs endocriniens, de résidus médicamenteux. Il y a beaucoup encore de substances que l'on n'arrive pas à traiter, à filtrer par les réseaux de filtration classiques. Je pense aux résidus de contraceptifs féminins, par exemple. Je pense aux antidépresseurs. Ce sont des substances aujourd'hui qui sont très mal filtrées par les systèmes de filtration des eaux et que l'on retrouve aujourd'hui dans l'eau qui est dite potable. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et donc, c'est comme ça que l'on a bâti le portefeuille. Donc, des infrastructures qui sont plutôt la partie défensive du portefeuille, qui représente environ 35-40% du portefeuille. Des stratégies plutôt, je dirais, en partie cyclique via les technologies de l'eau. Et puis, les services environnementaux qui représentent environ entre 10 et 15% du portefeuille en fonction des périodes. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, on va parler un petit peu de performance, puisque l'investisseur, évidemment, c'est ce qu'ils attendent d'un investissement. On peut dire que depuis ces 10 dernières années, ces fonds ont très bien performé et ceux qui les ont détenus n'ont qu'à s'en réjouir. Bon, alors, depuis le début janvier, ça se passe un peu moins bien. Alors, bien sûr, il y a la crise ukrainienne, mais ça avait déjà démarré un peu avant la crise, puisqu'on avait, suivant les fonds, entre 10 et 15% de performance négative. Alors, évidemment, si on a investi depuis 10 ans, c'est presque rien du tout. Mais celui qui rentre dans le marché peut évidemment se poser des questions et se dire finalement, est-ce qu'on n'était peut-être pas sur des valorisations un peu élevées, etc., etc. Je voudrais avoir votre avis et de savoir si effectivement les gérants ont adapté ou changé quelque chose dans leur stratégie de gestion. Béatrice, je vais vous laisser commenter ce sujet. OK, merci. Alors peut-être en préambule, juste, dire, mais ça a déjà été évoqué en fait que, sur ce type de fonds, on investit sur le long terme. Bien évidemment, on est sur, des portefeuilles purement actions donc bon, on regarde pas la performance à très court terme sur quelques mois et je peut-être dire aussi que depuis le début, depuis, le lancement de ce fonds, ça nous est déjà arrivé en fait que, il y ait eu, sur courte période, quelques mois, des décrochages assez forts, en termes de performance absolue, mais aussi en termes de performance relative par rapport, à un indice de référence. Nous, on regarde le MSCI World afin de démontrer, comment ce type, de produit se performe par rapport à l'ensemble de l'économie mondiale. Donc effectivement, force est de constater que depuis le début de l'année, il y a eu, une chute en valeur absolue, mais aussi un décrochage par rapport, à un indice comme le MSCI World, qui
s'explique en fait par une rotation sectorielle en fait, par rapport notamment au mois de décembre. Les secteurs qui ont, bien performé, au mois de janvier, bah, sont ceux, dont on est, absent dans le portefeuille du fait, de la thématique, du fonds, hein. Je l'ai évoqué tout à l'heure, des secteurs comme l'énergie, dont on est absent et on sait que, c'est un secteur qui a particulièrement, performé. Et même au sein, par exemple, du secteur industriel, on va être moins exposé aux valeurs industrielles qui ont bénéficié justement, du re enfin de la forte performance sur, le secteur des énergies. Donc c'est vraiment, de la rotation sectorielle par rapport à d'autres secteurs, et d'une surexposition sur certains secteurs qui explique, ce décrochage qui a été surtout vrai en janvier, déjà beaucoup moins, en février. Après je mets à part le mois de mars qui est vraiment particulier vu le contexte. En termes de réaction de nos gérants, ben, je vais dire qu'il y a pas eu vraiment de réaction. Je vais dire que les mouvements qui ont lieu dans le portefeuille, sont déjà pas plus significatifs, notamment en nombre, hein, sont pas plus importants que ce qu'on peut, avoir, habituellement. Ce qui a pu avoir est lié à d'autres événements. Par exemple, le sujet, Veolia Suez a entraîné des mouvements en portefeuille, mais que du coup on comprend de par leur activité qui leur est propre et non pas, ces sujets de, heu, de rotation sectorielle. Donc on reste, complètement investi sur les valeurs, sur lesquelles on est, hein. C'est aussi un portefeuille qui a un turnover assez faible, hein. On a une forte conviction sur les titres, un portefeuille assez concentré de, 40, 45 valeurs. Donc nos convictions sont toujours là. On est attentif, mais il n'y a pas eu de mouvement de portefeuille, outre mesure. D'accord. Geoffrey, est-ce qu'il y a des remarques à ce sujet, autant sur les performances que sur, l'allocation qui a pu, en découler? Alors, comme l'a dit Béatrice, voilà, en effet, donc ce sont des investissements de long terme. On disait en introduction qu'on était sur des méga tendances, et la question qu'il faut se poser quand on est sur des thèmes aussi purs, c'est: est-ce que l'on peut se passer de cet investissement-là aujourd'hui ou même dans le futur? La réponse est assez claire, hein, non. Donc on ne peut pas arrêter de financer, toutes ces sociétés qui nous permettent aujourd'hui de vivre et qui permettent à des milliards de personnes de s'alimenter et de s'hydrater. Donc ça, c'est le 1er point. Le deuxième point, c'est que, tu demandiez donc, au niveau des valorisations, c'est pareil. Lorsque nous, donc, comme on investit vraiment sur des sociétés qui apportent des solutions et qui répondent à ces solutions-là, quand bien même les valorisations pouvaient être un peu élevées, en fin d'année, alors oui, on va pas on va y faire attention et on peut être prudent par rapport à ça, mais comme notre objectif, c'est de répondre à ce besoin-là et de répondre à ces objectifs-là, on réfléchit pas comme dans un fonds action international classique, où là, on a un univers des possibles qui peut être beaucoup plus large. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'investir dans les sociétés qui, pour nous, répondent au mieux à ces besoins-là. Donc en effet, ça a souffert depuis le début de l'année, mais j'ai envie donc pour répondre à la question sur ce qui s'est passé dans le portefeuille, on n'a pas fait de modification, très clairement. On continue à croire dans les titres dans lesquels nous avons investi. En plus, on fait face, comme il a été dit plus tôt, c'est une demande qui est de plus en plus grande. Donc ces besoins en eau vont pas disparaître du jour au lendemain. Ils vont s'accroître et il faut toujours être présent et continuer à investir dans ces titres-là. Donc n'ayant pas d'alternative, j'ai envie de dire, pour l'approvisionnement de l'eau, on est obligé de continuer à financer ce secteur-là, même si, on peut avoir des secousses comme on en début d'année, mais c'est tout le marché, hein, qui est secoué, hein. Pas uniquement à cause du conflit, qu'on connaît aujourd'hui, en Europe, mais il y a eu une forme de rotation sectorielle, comme l'a très bien dit Béatrice, avec aussi parfois des prises de profit, qui a pu, engendrer, voilà, des décalages, de performance, intersectorielles et de par construction, ces fonds-là se retrouvent avec des secteurs, dans lesquels ils ne sont pas investis et voilà, l'exemple de l'énergie est un très bon exemple parce qu'entre l'énergie qui est certainement l'un des meilleurs secteurs
Et le plus mauvais, il y a quasiment 30% de différence de performance depuis le début de l'année. Donc, c'est quand même assez important, sachant qu'on est qu'en mars. Donc, est-ce que tout ça va se normaliser par la suite? On verra. Et voilà, ne pas oublier que tout ça, en dehors du conflit, est drivé par une thématique, une trame de fond qui est l'inflation. Et dans cet environnement-là, l'aspect qui peut être parfois un peu, on va dire, il peut y avoir une approche un peu cyclique sur les fonds thématiques de la part des investisseurs, fait que, il y a pu avoir, on va dire, des flux sortants. Mais, la trame de long terme reste là et nous, ça reste inchangé, bien évidemment. Merci. Yann? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses à rappeler. D'une part, nous sortons de 3 très belles années en matière de performance, hein. 2019, 2020, 2021 ont été de belles années de performance. Je pense que les marchés avaient aussi un petit peu oublié, hein, que les marchés actions étaient volatiles, hein, à coup de politique monétaire, politique budgétaire. On a acheté quelque part le silence général et on retrouve aujourd'hui un contexte un petit peu plus normé. Donc ça, c'est une première chose. Rappelez aussi que en 2021, Pictet Water a été le fonds le plus performant de la gamme thématique chez Pictet, en hausse de plus de 40%. Cette année, on a un petit peu de volatilité qui revient sur le marché. On a aussi, je vous parlais d'infrastructure tout à l'heure, hein, qui représente entre 35 et 40% du portefeuille. Dès qu'on a une hausse des taux, en tout cas une prévision de hausse des taux, ça impacte indirectement les infrastructures. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple un Veolia dont on parlait tout à l'heure, le business d'un Veolia, c'est quoi? C'est de s'endetter pour mettre en place des infrastructures hydrauliques, hein, pour approvisionner l'eau pour un pays, pour une collectivité, et vendre cette eau-là, ces mètres cubes d'eau-là, avec des contrats qui sont définis dans le temps, qui sont à horizon 15, 20, 30 ans, souvent indexés sur l'inflation, et avec une contrepartie qui est très solide, puisque c'est indirectement l'État. Donc il y a un risque bilanciel qui est extrêmement faible, mais pourtant les marchés ont eu tendance en début d'année, dans cette perspective de hausse des taux, à arbitrer les valeurs qui étaient un petit peu plus endettées. Et donc c'est ce qui a créé aussi un petit peu de frottement sur ces valeurs infrastructures hydrauliques. Pourtant, on se rend bien compte, hein, que les besoins sont là, ils sont colossaux. Les plans de relance, hein, des différentes puissances viennent en soutien des infrastructures pour relancer l'économie, et les besoins d'infrastructures que l'on a aujourd'hui sont principalement des besoins d'infrastructures hydrauliques, alors aussi en énergie renouvelable, etc., mais hydraulique également. Et donc, on a ce besoin-là qui va être financé progressivement et dont dépendra, comme je disais tout à l'heure, directement la survie de l'humanité, et donc qui devra être financé. Et puis, il y a peut-être autre chose qui est à noter, qui est très important aussi, c'est que lorsqu'on regarde, hein, depuis la création de Pictet Water en 2000, le couple rendement-risque du fonds par rapport à son indice, alors d'une part, le couple rendement-risque du fonds est meilleur que son indice, hein, qui n'est pas forcément le plus facile à battre puisque c'est le MSCI All Countries, et puis est également supérieur, et ça c'est très important, que toutes les composantes de son indice, hein, c'est-à-dire que, y compris la composante en valeur technologique, sous-performe en termes de couple rendement-risque le fonds Pictet Water sur le long terme. Donc on parlait d'investissement de long terme, c'est vrai que c'est très important de repositionner et de recadrer, hein, Pictet Water dans un environnement de long terme, puisque ces besoins-là créent, hein, des opportunités en matière de croissance. Hein. L'objectif, hein, lorsque l'on crée une thématique chez Pictet, c'est de baser notre thèse d'investissement sur des perspectives, hein, de croissance 2 à 3 fois supérieures au PIB mondial. C'est le cas avec Pictet Water. Et puis une dernière chose qui peut être intéressante également, c'est l'intérêt, hein, au-delà de l'aspect financier, d'un investissement dans l'eau. L'ONU estime que lorsqu'on investit $1 dans les infrastructures en eau, in fine, c'est plus de $6 de PIB supplémentaires qui sont générés. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que l'investissement d'aujourd'hui va générer la croissance de demain et donc la performance également des investissements boursiers. Et donc ça, c'est extrêmement important de prendre considération de tout ça. C'est un investissement qui fait écho auprès des investisseurs, c'est un investissement de bon sens et dans une logique patrimoniale, dans une logique de construction de portefeuille, de transmission de son patrimoine. Il faut aussi penser à la psychologie des clients. Dans une période telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est important d'être investi dans des sociétés que l'on comprend, dans un thème que l'on arrive à expliquer facilement aux clients, puisque c'est aujourd'hui qu'on fait les meilleurs choix d'investissement en restant positionné sur un thème qui investit dans l'eau, ou alors en renforçant ces investissements-là, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise idée aujourd'hui compte tenu des performances depuis le début de l'année. Et en tout cas, en termes de logique investisseur, en termes de psychologie investisseur, c'est également très important de comprendre ce dont on investit, d'apporter beaucoup de bon sens aux clients. Très bien. Bah, écoutez,
je vous remercie pour toutes ces informations. On va suivre votre actualité sur ces 3 fonds dans les mois qui viennent. Je crois que vous avez dit une chose qui est importante, c'est que, bien sûr, il y a un investissement long terme, ça c'est clair. Mais je crois qu'aussi on peut rajouter qu'il y a, et là c'est la partie peut-être un peu plus ISR, c'est la partie, on fait un investissement éco-responsable. Et je crois que, voilà, c'est peut-être des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire dans les années 2000, qu'on fait un peu plus maintenant. En tout cas, merci pour vos éclairages et puis à bientôt. Merci beaucoup. Claude. Au revoir. Au revoir.